Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Gautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors avec un z.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 72e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 10 mai, il est 10h24 exactement, et nous allons parler de la deuxième saison du Pro Sailing Tour dont le premier épisode s'ouvre demain mercredi à Bonifacio pour se terminer dimanche. Nos 2 invités sont déjà sur place. Le premier est Julien Moria, qui à la tête de la société Upswing Prod organise depuis l'année dernière ce Pro Sailing Tour. Salut Julien. Bonjour Axel. Notre deuxième invité y participera. Il y était déjà présent l'année dernière sur ce circuit à bord du beau trimaran Primonial. Il s'appelle de Sébastien Rogue. Salut Seb. Salut. Et pas de Pierre-Yves Gautroux aujourd'hui et pour cause, il est en train d'enregistrer un nouvel épisode d'Into the Wind, l'autre podcast de Tip & Shaft que vous retrouverez en ligne cette semaine. Alors messieurs, avant de vous donner la parole, je vais faire un rapide petit topo de ce Pro Sailing Tour. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le circuit réservé à la classe Ocean 50 qu'on appelait auparavant la classe Multi 50. La première saison l'année dernière a été dominée par Layton, le trimaran mené par Sam Goodchild, et la deuxième s'ouvre donc demain par le premier des 4 épisodes à Bonifacio. Les 3 autres épisodes auront pour cadre Brest du 22 au 26 juin, la baie de Saint-Brieuc du 30 juin au 3 juillet, Cause sur l'île de Wight les 5 et 6 juillet, avant l'arrivée finale à Roscoff les 9 et 10 juillet. 8 bateaux participent cette année à ce Pro Sailing Tour, dont un nouveau, comme il faut, skippé par Éric Perron. Ils ne seront cependant que 7 à Bonifacio, puisque les petits doudous, le trimaran d'Armel Tripon, a dématé début avril sur les 1000 milles des sables, et son skipper espère rejoindre la flotte à Brest. On rappelle enfin que l'originalité du Pro Sailing Tour, c'est qu'il fait l'objet d'une série baptisée Ocean 50, dont la diffusion de la saison 1 en 4 épisodes vient tout juste de commencer sur Canal+ Sport et même sur Canal Premium, comme nous le disait Julien juste avant de démarrer cette émission. Alors on va justement commencer par vous demander de nous faire une petite carte postale de Bonifacio. Quel est un peu le décor autour de vous et comment se présente ce premier épisode? On va peut-être commencer par toi Sébastien. Eh bien le décor à Bonifacio, il est comme d'habitude incroyable et sublime. On a la chance là d'évoluer dans cette mythique place maritime avec ses belles falaises, son eau bleu turquoise et avec surtout des Ocean 50 au pied de ces falaises amarrées au port de Bonifacio. Pour des marins, c'est un cadre juste incroyable et idyllique avec des conditions de vent qui a l'air vraiment top pour régater. Comment as-tu préparé un peu ce premier rendez-vous de la saison? J'imagine qu'il y a déjà un long convoyage à faire. C'est le moyen idéal de préparer la saison. Alors comment est-ce qu'on a préparé? On a fait plusieurs stages d'entraînement avec d'autres Ocean 50 en Bretagne au mois de mars et tout début avril. Et puis ensuite, le bateau est parti dans le sud de la France où on a effectué un certain nombre de journées d'hospitalité avec nos partenaires ces dernières semaines. Et le bateau est arrivé il y a 3 jours à Bonifacio et toute l'équipe s'est retrouvée et réunie hier matin pour une première navigation qui a eu lieu hier après-midi.
Toi, tu n'avais pas participé au 1000 milles des sables début avril, c'était un choix? Quelle était la raison pour laquelle tu Non, n'as pas... on a pris le départ des 1000 milles des sables, mais on avait décidé avant le départ de se retirer, en particulier lié aux bastins de bois qui sont présents dans le golfe de Gascogne et qui pour nous assuraient pas une navigation en toute, non pas en toute sécurité, parce qu'avec ces bateaux-là on n'est jamais en toute sécurité, mais en tout cas le risque était potentiellement trop important par rapport aux échéances qu'on avait, en particulier le Pro Sailing Tour. Et donc on a préféré se retirer assez rapidement après le départ pour préserver l'intégrité de notre bateau. Julien, un petit mot sur l'étape de Bonifacio, qui est donc une nouvelle étape cette année sur le Pro Sailing Tour. Ça a été facile de convaincre cette belle ville de Corse du Sud de vous accueillir? Oui, tout à fait. Surtout que c'est la première fois que ces bateaux de course peuvent venir non seulement à Bonifacio, et aussi même en Corse. Et c'est un petit peu ça l'intérêt que la mairie de Bonifacio et le port de Bonifacio y ont trouvé, parce qu'ils ont tendance à dire que les bateaux, les courses contournent la Corse, les courses au large qui ont lieu en Méditerranée, mais s'arrêtent très peu. Voilà, donc on avait cette mission, on va dire, on a cette mission de pouvoir intégrer, présenter ces bateaux, les équipages de ces bateaux de course au public, au cœur de Bonifacio. Et puis il y avait une deuxième, tradition, culture, une histoire qui est très forte à Bonifacio. C'est celle du Tour de Corse. Qui a lieu depuis plus de 20 ans, au départ et à l'arrivée à Bonifacio. Et donc c'était très important, et dans la discussion avec les autorités portuaires et de la ville et de la collectivité de Corse, de pouvoir justement faire montrer en fait aux habitants de la Corse que ces bateaux puissent non seulement faire le tour de Corse, mais également encore une fois, c'est être présenté au cœur des villes. On va reparler de cette saison 2 et un peu des formats des différents épisodes. Je voudrais juste, avant de peut-être revenir sur la première saison l'année dernière, quel est un peu le bilan que vous avez fait, vous, en tant qu'organisateur de cette première saison du Pro Sailing Tour? Un bilan très positif, à double point de vue, si j'ose dire. D'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire qu'on a permis à la classe Ocean 50 d'avoir un circuit structuré, d'avoir des courses, toujours se remettre dans la perspective de l'année 2021, qui était quand même pour tous très particulière, avec très peu d'événements. Et donc on avait réussi à avoir la confiance des collectivités locales pour pouvoir organiser et proposer cet événement-là, aussi parce qu'il était par nature, si j'ose dire, tourné vers justement un tournage, la série, un côté très fort de films documentaires dont on va reparler, et qui du coup permettait d'avoir lieu malgré les conditions sanitaires extrêmement contraignantes dont on se souvient tous. Voilà, donc pas de village grand public, etc. Donc une frustration pour tous de pas pouvoir avoir été dès la première année en contact avec le public et le plus grand nombre, évidemment lié aux conditions sanitaires, mais malgré tout, grande satisfaction que le circuit ait pu avoir lieu, et puis qu'on ait cet héritage à travers la série documentaire qui sort en ce moment sur Canal+. Alors, on va effectivement en reparler. Et toi, Seb, quel est le bilan un peu que tu tires de cette première saison du Pro Sailing Tour? Nous, le bilan, alors pour l'instant, on est plutôt sur un bilan, en tout cas ce qui concerne les teams, aussi sportifs, qui clairement nous a permis de faire de super belles régates. Je trouve que les épisodes sont vraiment un super format, avec les 2 journées d'inshore et ce fameux défi 24 heures qui permet d'allier à la fois de l'équipage avec 5 personnes à bord sur des régates d'environ d'1 heure. On en enchaîne 3-4 par jour, et ce côté un petit peu large où on se retrouve plus que 3 sur des parcours entre 150 et 300 000 en fonction de la météo. Donc sportivement, franchement, en 2021, on s'est vraiment éclaté. C'est clair qu'on a aussi vu une domination de l'équipage Letton qui est arrivé assez près sur ce Pro Sailing Tour, et on espère cette année que, en tout cas pour notre cas,
que notre préparation a été optimum afin d'aller jouer les plus belles places du podium. Ouais, effectivement, si je ne me trompe pas, Letton a gagné toutes les étapes du Pro Sailing Tour l'année dernière. Comment tu expliques cette domination l'année dernière? Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Je pense qu'il avait un très bon équipage, ce qui était aussi le cas du bateau Primonial. Voilà, je pense qu'ils ont eu une préparation peut-être plus axée sur le Pro Sailing Tour. C'est vrai que nous, l'année dernière, on s'est aussi beaucoup préparé dès le début de l'année à notre événement qui était plutôt la Transat Jacques Vabre. Donc on a fait un petit peu moins d'équipage. Le bateau était plus en condition double. Ça a certainement été entre guillemets une erreur concernant le Pro Sailing Tour où du coup voilà, on est arrivé probablement un petit peu moins affûté. Alors après l'avenir nous a donné raison en tout cas pour la Jacques Vabre, mais en tout cas cette année on a mis un accent plus particulier sur le Pro Sailing Tour pour que le bateau et pour que l'équipe soit plus prête pour les épisodes qui arrivent. Oui, tu dis le résultat de la Transat Jacques Vabre vous a donné raison puisque avec Mathieu Souben vous avez remporté cette Transat Jacques Vabre. Est-ce que quelque part ce Pro Sailing Tour vous a quand même aidé à préparer cette Jacques Vabre? Est-ce que c'est le fait d'avoir des étapes régulières sur toute la saison comme ça est un bon cheminement pour préparer les grands rendez-vous de la fin de la saison, et ça sera la Route du Rhum cette année? Je crois surtout que, et c'est aussi je pense comme ça qu'on l'avait peut-être abordé en 2021, c'est que le Pro Sailing Tour est un grand rendez-vous, en tout cas l'est devenu, dans le sens où maintenant il n'y a plus de sujet en se disant tiens cette année c'est la Route du Rhum et on a un certain nombre de courses préparatoires pour cette Route du Rhum. Maintenant dans les Ocean 50 il y a le Pro Sailing Tour qui est un événement en lui-même et la Transat de fin d'année. Alors ça fait des charges de travail qui sont différentes pour les équipes, et en tout cas une manière de se préparer qui est différente, parce que évidemment on prépare pas une Route du Rhum comme on prépare un Pro Sailing Tour. Donc maintenant on a un an pour préparer deux types entre guillemets radicalement différents de compétition, mais ce qui est aussi vraiment passionnant pour nous, parce que du coup on ouvre nos chakras, quoi. Tu vois, on va vraiment aller explorer ces courses en équipage, et c'est, je trouve, une des choses les plus extraordinaires que nous ouvre l'Ocean 50, c'est cette capacité à réussir à sauter d'une course en équipage à une course en solitaire, une course en double, un peu d'offshore, un peu d'inshore, et du coup, il a fallu aussi que nous équipes on comprenne bien ce mécanisme et qu'on y apporte un certain nombre d'ajustements pour la saison 2. Mais pour moi, il n'y a pas de sujet aujourd'hui. J'ai envie de dire, on a deux événements dans l'année, et en tant que compétiteur, on a envie de gagner et le Pro Sailing Tour et la Route du Rhum. Je l'ai dit en introduction, le Pro Sailing Tour a donc été créé au service aussi d'une série qui lui est consacrée et qui est donc diffusée depuis dimanche, si je me trompe pas, sur les antennes de Canal+. Toi, comment tu as vécu un peu cette première saison avec des médiamans à bord sans cesse, avec des médiamans à vos trousses entre guillemets? Comment tu as vécu ça? Est-ce que vous jouez facilement le jeu? Comment ça se passe à bord avec des gens qui captent tous vos mouvements, tous vos sons? C'est génial, parce que la voile, c'est un sport qui doit être partagé, c'est un sport qui doit être vécu. Et aujourd'hui, avec le Pro Sailing Tour et cette capacité à filmer vraiment les moments les plus intimes d'un équipage, je pense que c'est ce qui manquait à la voile. Alors non pas que d'autres équipes ne le faisaient pas, on l'a vu aujourd'hui sur les ultimes, les trophées Jules Verne et ainsi de suite, ça a été des choses qui ont été très médiatisées, la Volvo Ocean Race également, mais en tout cas pour les Ocean 50 et à travers une compétition avec plusieurs bateaux, avec de l'inshore, voilà, ça permet de montrer une autre facette de la course large, ça permet de rentrer dans vraiment l'intimité des équipages. Alors nous, on l'a super bien vécu, déjà parce que les médiamans qu'on avait à bord étaient des grands professionnels, et ils savaient où se mettre. Ils nous ont à aucun moment gênés dans notre sportivité. En tout cas, pour notre part, ils ont en plus été à chaque fois hyper sympas. Donc c'est sûr, quand tu fais une finale, quand tu fais un final rush de 5 jours où tu te retrouves à faire des bords à 35 nœuds avec un médiaman, c'est sacrément engagé. Donc
mais ça s'est hyper bien passé. Bon, de temps en temps, je t'avoue que les pauvres médiamans, en tout cas chez nous, ils avaient pas le meilleur endroit pour dormir dans le bateau. Alors déjà que les bons endroits sont pas les meilleurs. On en a retrouvé quelques fois avec vraiment ils savaient plus où se mettre, ils étaient trempés et c'est vrai que là-dessus, peut-être que les Ocean 50, quand à un moment il faut dormir à 3 personnes, c'est un peu tendu, mais bon, ça laisse des super souvenirs. Est-ce que le fait de les avoir tout le temps à vos côtés, ça peut changer parfois votre comportement ou on vous avait posé la question pendant le Sailors Film Festival où avait été présenté un extrait de l'épisode de Brest, mais est-ce que vous arrivez, vous en faites abstraction ou vous y pensez en façon de naviguer, de réagir, de parler aux autres? Ouais. Moi, je dirais plutôt que le problème, c'est qu'on change pas parce qu'il y a un médiaman. Et comme on a plutôt une bonne ambiance dans notre équipe et qu'on a, comme on dit, la blagounette facile, ça n'a pas dû être super simple pour les gens qui ont déroché le son sur Primonial, parce que c'est vrai que on passe, enfin voilà, on rigole aussi bien dans l'équipe et on ponctue assez souvent nos journées de petites parenthèses rigolotes, donc qui sont pas toutes, à mon avis, forcément visibles dans la série. Donc non, nous on essaie de rester le plus naturel possible parce que c'est aussi ça ce que les gens veulent voir. Et je pense qu'on abordera aussi cette saison 2 avec l'expérience de la saison 1. Alors certes, voilà, il faut aussi à un moment avoir montré des facettes peut-être non pas moins naturel, mais aussi répondre à un certain nombre de choses autour de la série et réussir à la fois être le plus naturel possible pour déjà que on soit représenté dans la série comme on est vraiment et qu'on n'a pas du tout, en tout cas nous on n'aborde pas du tout ça avec un aspect entre guillemets commercial en se disant tiens faut essayer de bien dire les choses ou il faut faire passer le nom du partenaire ou on l'aborde enfin ouais je pense pas qu'on l'aborde dans ce style-là. Et avec le retour de la saison 1, on voit aussi les choses où on peut clairement s'améliorer. Alors, je dis pas qu'on est en train d'apprendre, entre guillemets, un petit métier d'acteur, mais voilà, il y a des petits trucs à savoir qui font que ensuite ce que tu dis est soit plus pertinent, réussir peut-être aussi un peu plus à vulgariser. Cette série, elle va être certainement visionnée par les super amateurs de voile, mais l'objectif c'est aussi de réussir à accrocher les gens qui regardent pas forcément la voile. Et donc pour ça, il faut vraiment vulgariser ce qu'on peut raconter autour de nos stratégies, autour de nos réglages de bateau, autour de comment est-ce qu'on vit à bord. Pour embarquer le maximum de personnes avec nous. Ouais, dans ce premier épisode de Brest, c'est l'épisode où Primonial démate, on voit ta réaction justement. On a fait le show sur celui-là. Ouais, l'épisode du dématage est assez saisissant. Quand tu l'as revu après coup, qu'est-ce que tu t'es dit et d'une façon plus globale, quel est un peu ton ressenti sur les 4 épisodes que tu as peut-être, je sais pas si tu les as tous vus, mais en tout cas tu en as vu quelques-uns. Alors sur l'épisode de Brest, pour nous c'est clair, hein, c'est un épisode qui nous donne toujours des frissons. Je le regarde, je l'ai vu 1 ou 2 fois, je crois, l'épisode de Brest. Donc, à chaque fois, tu vas un peu plus dans les détails des images. J'ai pas envie de dire que je suis content que cet épisode soit filmé, mais pour nous, ça a été un moment, j'ai envie de dire, d'une grande rareté dans une équipe. Alors avec son bien et son moins bien, hein, casser un mât, c'est forcément pas bien. Par contre, la manière dont l'équipe a réagi, ça a été juste incroyable. Je pensais même pas qu'humainement on pouvait réussir à mettre autant de gens en mouvement pour réussir à être sur l'épisode d'après, qui était 5 jours après à La Rochelle. Et donc je trouve qu'il a été plutôt bien traité. En tout cas, le côté un peu dématage et le fait que l'équipe ait réussi à se relever de ça. Après, on en avait déjà parlé avec Julien et Edouard. C'est peut-être dommage qu'on n'ait pas pu non plus filmer tout le backstage de ce dématage où ça a été juste fou pendant 3 jours. J'espère surtout que ça n'arrivera pas ni à nous ni à d'autres sur cette édition 2022. Mais si c'est le cas, je pense que c'est pas bête de laisser un médiaman dans la voiture et à côté des gens qui passent des coups de fil toute la journée, parce que il y a beaucoup de rebondissements en 24 heures.
Et d'une façon plus globale, oui, qu'est-ce que tu as D'une façon plus globale, je trouve que, alors c'est un peu dur aussi pour nous ultra spécialistes, tu vois, de se dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise série. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à voir les autres équipages. On apprend pas mal de choses au final quand avec ces Mediaman, parce que tu vois comment les autres équipes fonctionnent, tu vois les petits détails. Toi, forcément, tes yeux ils sont pas sur l'image globale de ce que tu vois à la télé. On regarde comment sont positionnés. Alors, pour nous, c'est un retour technique intéressant. Et bah, plus globalement, quand on dézoome un peu, moi, je trouve que ça a été voilà, je trouve que le sujet est bien traité. Il est traité avec un angle différent de ce qu'on peut voir d'habitude dans la voile. Et aujourd'hui, les retours, moi aussi, que j'ai des gens qui l'ont regardé, qui ont regardé Brest et qui ont regardé les autres épisodes, sont plutôt très agréablement surpris du rendu, du scénario et évidemment des images. Et je pense que la petite particularité avec les images, c'est qu'on a un son qui est incroyable, quoi. Et là, on arrive bien à entendre les personnes, on arrive bien à entendre les bruits du bateau. Et je trouve que c'est un plus assez saisissant parce que les bateaux font vraiment beaucoup de bruit et des fois on arrive à ressentir un peu ce côté puissant des bateaux grâce au bruit. Julien, justement, c'était un parti pris d'équiper tous les marins de micros pour justement bien capter ces bruits. Combien de temps ça a demandé comme travail de monter cette série? On imagine que vous aviez pas mal de rush. Vous aviez combien d'heures de rush et combien de temps ça vous a pris d'arriver au résultat final qu'on peut voir en ce moment sur Canal? Ouais, bah donc tu vois, le tournage c'est fini le 10 août 2021 à Brest, à l'arrivée du Final Rush, et nous avons livré avec Édouard Morial, le réalisateur, nous avons livré à Canal+ le 19 avril les 4 épisodes terminés. Voilà, donc tu vois un petit peu ce que ça veut dire. Il y avait 380 heures de rush sur l'ensemble de la saison, des 4 épisodes, pour en faire donc en fonction entre 43 minutes pour le plus court, c'est-à-dire c'est Las Palmas des Grandes Canarias, l'épisode 3, à 53 minutes, si je ne m'abuse, pour le plus long, qui est le Final Rush Toulon-Brest. À peu près 9 semaines de montage par épisode, de montage image, on va dire, plus ensuite plusieurs semaines de montage son, d'étalonnage, de mixage, avec un grand nombre de techniciens qui ont été qui ont été à l'œuvre sur cette post-production, comme on dit, qui a effectivement duré le temps nécessaire à pouvoir sortir tout ça avec un dispositif qui était comme tu l'as dit et comme Seb l'a dit également, très très innovant. Enfin, on salue beaucoup nous les ingénieurs du son qui ont travaillé à faire en sorte d'imaginer la meilleure manière de capter le son, parce qu'on sait tous que c'est le son qui fait l'immersion. C'est-à-dire que des images, j'allais dire sans son ou avec de la musique dessus, etc., ça ne contribue pas du tout à mettre, j'allais dire, le spectateur ou le téléspectateur dans les conditions de l'immersion. Ce qui fait l'immersion, c'est le son. Et c'était ça la vraie innovation technologique qu'il fallait inventer. Et chaque bateau, mine de rien, est différent. Hein. Là, les ingénieurs du son de cette année sont en train, en ce moment même là, à cette heure-là exactement, de commencer à installer les dispositifs d'enregistrement du son sur chacun des 7 Ocean 50. À chaque fois, c'est différent. Donc il faut prendre en compte des éléments techniques très matériels. Et voilà, donc du coup, l'ensemble de la post-production a duré du 15 août au 19 avril. Et là, c'est pour la partie française, parce que on se rappelle qu'en fait, nous serons également diffusés dans 132 pays à travers 50 diffuseurs dans le monde entier. Que ce soit bien sûr en français à travers Canal+, mais aussi en anglais et en espagnol, doublé en anglais et doublé en espagnol. Donc là, on est en train toujours de continuer à travailler la post-production. En tout cas, tout ce qui est le doublage avec Nautical Channel,
vous connaissez, j'imagine, qui s'occupe de ça. Voilà, donc c'est toujours pas fini en fait. On a livré la partie française, la partie française est en train d'être diffusée, mais on a encore toute la partie internationale qu'on est en train de finaliser. J'imagine que du coup le tournage de la saison 2, s'il n'a pas commencé, il commencera en tout cas demain pour les premières régates. Qu'est-ce qu'on verra de nouveau cette saison sur la saison 2 du Pro Sailing Tour, de la série consacrée au Pro Sailing Tour, et est-ce que c'est exactement le même dispositif que l'année dernière? Non, alors on a reconfiguré. Alors ce qui est très intéressant, et c'est que on co-construit tout ça avec les skippers, hein. Seb l'a dit très bien. On est dans une logique où il faut, enfin nous en tant que producteurs, je vais prendre ma casquette de producteur et pas celle d'organisateur là pour le coup, mais c'est que les personnages, les histoires qu'on raconte, la narration soit la plus sincère possible, la plus évidente possible, pour que les skippers, les équipages, parce qu'il n'y a pas que les skippers qui sont bien sûr mis en avant et suivis, on va dire, l'ensemble des équipages puissent exprimer justement la sincérité de ce qu'ils font et qu'ils soient vrais dans ce qu'ils font. Voilà, que ce soit pas tronqué, que ce soit exactement la manière dont ils vivent au quotidien une compétition de haut niveau. Ça reste une compétition de haut niveau. C'est pas un tournage, c'est pas une docu-fiction. On ne reconstruit rien. Donc, ce qui compte le plus finalement, c'est que l'intensité sportive soit la plus élevée possible. C'est-à-dire que à la fois les équipages, mais également l'entourage, les teams, mais également les machines, soient poussés à être le plus performant possible, et donc mettre tout en œuvre pour être très performant, parce que c'est dans la performance, dans la haute performance, dans le très haut niveau, c'est ça dont on parle aujourd'hui, hein, que l'intensité émotionnelle est évidemment la plus forte, la concentration, etc. Donc, pour venir, le coup, en discutant avec l'ensemble des skippers et des acteurs pour la saison 2, on inverse en fait les courses, et on commence par de l'inshore et on termine par l'offshore, par le défi 24 heures. Donc, on commence là, encore, c'est jeudi et vendredi, ce jeudi et ce vendredi, les 2 jours de régate inshore, puis le Tour de Corse, le samedi et le dimanche, qui tient lieu donc de défi 24 heures, puisque le record du Tour de Corse d'ailleurs est à 25 ou 26 heures. C'est un VOR qu'il avait fait il y a quelques années, et donc l'idée, en fonction de la météo bien sûr, c'est d'essayer d'être en dessous, donc d'être dans son défi 24 heures. Donc une inversion du calendrier, de la configuration sportive, voilà. On commence par l'inshore, et avec la narration finalement, et du coup on suit les skippers, les équipages qui vont se préparer à ce défi qui est le défi offshore, en l'occurrence là le Tour de Corse, et en l'occurrence bien sûr la même chose à Brest, la même chose à Saint-Brieuc, avec cette course en départ de Saint-Quay qui ira sur Cowes, et puis bien sûr le Final Rush de Cowes à Roscoff. Donc on est sur cette logique d'offshore comme climax, comme on dit, de chaque épisode, et une préparation, une mise en jambe la plus performante possible autour des régates inshore, avec cette notion aussi, vous l'avez vu si vous avez regardé l'épisode, plutôt d'essayer d'avoir des temps un peu plus longs, c'est-à-dire des parcours côtiers, donc qui vont durer plutôt 1h30, peut-être 2 heures en fonction, qui vont nous permettre de raconter une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Vous voyez, et c'est ça, on voit bien là, c'est un des conclusions qu'on a tirées de la saison 1, c'est que on a besoin de raconter un peu dans la longueur. C'est dans la longueur que se passent des choses en fait, que le sens marin aussi, si j'ose dire, s'exprime le mieux, la tactique, les dévents, voilà, etc. Là, ça nous s'intéresse parce que ça nous raconte une histoire. Seb, justement, à quoi il va ressembler ce Grand Prix, ce premier épisode Corse, quelles vont être un peu les conditions qui vous attendent d'ici la fin de la semaine, et j'imagine que le parcours du Tour de Corse, ça doit être assez enthousiasmant pour ton équipage. Ben, c'est clair qu'un Tour de Corse, c'est quand même de faire le tour d'une des plus belles îles. C'est très enthousiasmant. Alors pour l'instant, on a quand même du petit temps qui est prévu sur l'ensemble de la régate. Donc après, moi
pour l'instant, on n'est pas encore complètement dans les parcours et dans tout ça. On va voir ce qui va être possible d'être fait avec le vent. En attendant, nous on se prépare à une régate qui va être hyper disputée. On a encore vu que ce soit sur le Pro Sailing Tour l'année dernière, même si elle a vu la victoire de Letton et même la Jacques Vabre, que nos bateaux sont tous très très proches en termes de performance. C'est-à-dire que tout va jouer sur les détails. Et donc voilà, moi je m'attends vraiment à un gros match. Un point perdu, ça va être un point très très dur à récupérer. Donc il va falloir se mettre dans le bain direct. Et je crois que là-dessus on a tous la même idée. Donc ça va forcément faire de très belles régates. Et donc logiquement pour le côté production, une très belle narration. Parle-nous justement de ton équipage. Est-ce qu'il a évolué par rapport à l'année dernière, qui sera à tes côtés sur ce premier Grand Prix de la saison et sur l'ensemble de la saison? Ouais, alors il a un petit peu évolué. Alors on garde la base forte du team qui est Mathieu Souben et Jean-Baptiste Gelé. Et cette année est venu compléter l'équipage Pierre Quiroga, vainqueur en titre de la Solitaire du Figaro. Donc sur ces parcours côtiers, sur ces défis 24 heures, avoir un spécialiste de ce type de navigation, c'est vraiment top. Et Mathieu Salomon qui a pris le poste de numéro 1, qui remplace Benjamin Amiot, qui lui avait une saison de TF35 et de TF26 assez chargée. Et Mathieu, qui est juste parfait à ce rôle-là, qui apporte aussi beaucoup de connaissances sur la régate inshore. Donc, j'ai vraiment le sentiment que l'équipage Primonial 2022 va être un joli cru. Donc sur le défi 24 heures, la configuration à 3, c'est avec Mathieu Souben et Pierre, c'est ça qui regarde? Exactement, tout à fait. D'accord. Julien, parlons rapidement du programme de cette saison 2 que j'ai annoncé en préambule, qui a été annoncé début avril. Est-ce qu'il a été compliqué à monter ce programme? Est-ce que c'est compliqué de vendre le Pro Sailing Tour, ou comment ça se passe quand on va voir les villes et qu'on leur propose d'accueillir et de financer en partie ce circuit? Alors ça se passe plutôt très bien. Puisque ce Pro Sailing Tour leur permet à la fois d'avoir des bateaux de course au large, et on sait à quel point ils sont spectaculaires, ces Ocean 50, de les avoir au cœur des villes. Puisque la flotte, même si effectivement chaque unité est quand même assez imposante, mais pour l'instant on en est effectivement à 8 bateaux, enfin 7 aujourd'hui à Bonifacio, donc ça se prête extrêmement bien, à ce que justement on puisse les voir évoluer au plus près des côtes, ou dans les rades ou des baies en fonction, et d'aspirer le plus grand nombre, tout simplement, en privilégiant les contacts, les rencontres. Donc on a cet historique de la saison 1 qui s'appuie lui-même sur l'historique des grands prix de la classe des années précédentes. Donc on est plutôt dans une bonne dynamique, et on cherche effectivement les meilleures conditions pour nous tous, pour pouvoir inscrire à chaque fois dans le calendrier fédéral. Donc à la question 2022, nous on avait quand même un cadre fixé justement sportivement, par rapport avec la classe, qui était de dire essayons d'arriver début juillet, au plus tard le 10 juillet, en Bretagne Nord, pour être très clair, afin que ceux qui le souhaitent puissent faire la Dream Cup derrière, et enchaîner finalement sur une séquence route du Rhum. Voilà, donc en année Rhum, on n'a pas étiré, on a essayé d'être plus compact encore sur la saison 2, donc qui commence là le 11 mai à Bonifacio et qui terminera le 2 juillet à Roscoff. Donc on avait quand même cette contrainte, mais qui est totalement non seulement légitime, mais extrêmement évidente. Et on souhaitait inverser le calendrier entre l'Atlantique et la Méditerranée. On avait commencé en Atlantique l'année dernière, et là, il termine en Méditerranée, en fait. Et donc là, on commence en Méditerranée pour pouvoir justement être accueillis dans les ports. Vous savez que la Méditerranée, après le 15 mai, on va dire, ça devient très compliqué de pouvoir avoir une petite place, même si nous, c'est quand même 200 mètres de quai linéaire pour nous accueillir, d'avoir une place dans les ports méditerranéens. Et donc, on a inversé le calendrier pour cette raison-là, et donc on a pu du coup organiser cet événement à Bonifacio pour ensuite pouvoir remonter en Atlantique et en Manche. On a des collectivités qu'on retrouve comme Brest,
Et puis effectivement beaucoup de nouveautés avec la Bonifacio, on en a parlé, avec Saint-Brieuc, Saint-Quay-Portrieux, la baie de Saint-Brieuc, qui n'est pas une nouveauté pour la classe, mais qui est une nouveauté pour le circuit. Et puis Cowes, cette ville, ce Solent, l'île de Wight, extrêmement iconique de la voile mondiale, qui nous fait le plaisir de nous accueillir et on en est très très heureux également. Pour terminer ensuite à Roscoff, qui est aussi la baie de Morlaix, une très belle destination pour ces Ocean 50 qui n'ont pas l'habitude non plus d'y être accueillis. Donc on est très heureux de pouvoir proposer un circuit différent de l'année 2021 et avec des spécificités vraiment très très fortes et très belles, et des collectivités qui sont très heureuses de nous accueillir et de pouvoir rencontrer et proposer des rencontres, encore une fois, entre ces équipages et le public. Seb, ton regard sur ce programme qui vous attend là pour les 2 mois à venir? Le programme, il est top parce que franchement, faire déjà cette, comme on le disait, réussir à avoir fait cette première étape à Bonifacio, c'est top, et après on repart un petit peu plus dans notre jardin avec Brest, Saint-Quay et l'île de Wight. Donc moi j'ai vraiment hâte là maintenant que les événements et que les épisodes s'enchaînent, parce qu'à chaque fois on va aller dans des endroits où les conditions de navigation vont être top au moment où on y sera. On sait que la baie de Brest fin juin, c'est des thermiques juste incroyables. Saint-Quay-Portrieux pareil, et le Final Rush dont le départ sera donné dans le Solent, qui est une des places les plus mythiques de la voile internationale. C'est vraiment un honneur et une chance pour nos Ocean 50 d'y être. Et à titre plus personnel, côté Primonial Sailing Team, c'est essayer en plus d'y inscrire en tout cas nos noms dans ces étapes-là. Donc voilà, je crois que beaucoup de bonnes choses arrive devant nous, et on a hâte d'y être. Est-ce que c'est un circuit qui plaît aux partenaires, Seb? Est-ce que tes partenaires, Primonial et les autres partenaires que tu as réunis autour de ton projet, ils sont contents de venir sur ces étapes? Comment ça s'est passé l'année dernière et comment ils accueillent un peu ce circuit? Alors moi, ce circuit, je le vois vraiment. Enfin, on va dire pour moi, il y a 3 piliers importants sur ce circuit. Le premier, pour moi, est aujourd'hui complètement rempli, qui est le côté sportif, c'est-à-dire qu'on a des régates de qualité avec des équipages de qualité, et ça, sur le côté sportif, c'est vraiment top, parce qu'avant, quand on n'avait pas le Pro Sailing Tour, on avait c'était des régates qui étaient organisées de manière plus amateur, directement par la classe, et donc on allait à Brest, on allait à Saint-Quay, mais c'était pas structuré, organisé autour d'un championnat comme on l'a avec le Pro Sailing Tour. Et ensuite, il y a 2 autres aspects qui sont importants pour nous, équipe professionnelle. C'est le côté hospitalité qu'on va pouvoir offrir à nos partenaires sur les étapes. Donc nous, on commence à pouvoir accueillir des partenaires là dès Bonifacio, et on en aura sur toutes les régates. Donc aujourd'hui, en tout cas cette saison, moi j'espère que nos sponsors auront envie d'inviter des clients et de se servir de cette plateforme d'hospitalité, comme ils peuvent le faire avec Roland Garros, comme ils peuvent le faire avec des matchs de football, des matchs de rugby. C'est vraiment se servir de ce côté business du Pro Sailing Tour pour pouvoir créer des moments privilégiés. Et le troisième aspect, c'est clairement la série. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout de retour, parce que la première diffusion a eu lieu il y a 3 jours. Et c'est de se dire, pour nous, est-ce que la série, à terme, va nous permettre d'attirer des partenaires, d'attirer plus de partenaires, d'avoir des budgets de fonctionnement qui soient plus performants. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment le retour du team. Aujourd'hui on a le côté sportif qui est top, la série que évidemment j'ai regardé et que je trouve moi très sympa. Maintenant ça va être au public de parler,
et ensuite ce côté hospitalité et côté un petit peu plus business, relationship qu'on pourrait avoir autour des events. Ouais, on imagine que la série, au moment d'aller démarcher les partenaires, leur envoyer un petit lien sur les épisodes de la série, c'est quand même un bon argument. Ouais, c'est un bon argument, mais à un moment, les partenaires, ils veulent, pour pouvoir la quantifier, il faut savoir combien de personnes l'a vu. Ouais. Les épisodes sont très sympas et nos partenaires ont vu les épisodes, ils trouvent ça très sympa. Moi, je souhaite le plus grand succès à la série, c'est une évidence. Après, il faut voir si on fait 25 000 vues ou si on fait 3 millions de vues, quoi. C'est ça la grande différence, elle sera sur cette quantité de personnes qui vont la regarder et qui va nous permettre, enfin nous team et nous Pro Sailing Tour, parce qu'on est tous ensemble, ça va permettre de faire gonfler notre boîte à outils, j'ai envie de dire marketing, pour aller chercher des partenaires et en faire un événement incontournable de la voile qui aura les partenaires à la hauteur de sa qualité. Et Julien, on aura ces chiffres. Est-ce que Canal+ communique les chiffres sur ce genre de série, ou comment ça se passe? Et est-ce que vous êtes engagé sur le long terme avec Canal? Oui, alors il y a deux sujets peut-être déjà. Si je peux me permettre de revenir sur l'aspect partenaire. Donc là, on est accompagné par 3 très belles marques pour la saison 2. On est accompagné par Petzl, qui fait du matériel de sécurité, qui fait aussi les lampes frontales, et qui sont très connus, qui sont une société française, une marque française, familiale d'ailleurs, mais qui a un très fort retentissement à l'international. Et Petzl est à la fois très connu effectivement pour être dans l'univers de la verticalité, donc de la montagne, mais aussi professionnel, si j'ose dire, dans ce type d'activité. Et ils sont utilisés par les navigateurs, par les skippers depuis des années, notamment en frontal, mais également pour monter au mât, etc. Et là, la marque a été saisie, j'allais dire, à la fois par les possibilités d'activation, tout simplement, d'hospitalité, d'accueil, qui étaient venus l'année dernière. Et ils ont bien vu qu'effectivement, on pouvait, comme disait Seb, c'est une grande facilité, si j'ose dire, du dispositif qu'on propose et qui est proposé par les Ocean 50, c'est-à-dire d'être accueillis sur les bateaux, de pouvoir monter des dispositifs d'hospitalité extrêmement qualitatifs et inspirants pour leurs clients, en termes d'incentive aussi en interne, etc. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est évidemment le côté image. Et avoir leurs produits qui sont mis en avant, et ça fait le lien avec la série, dans 132 pays, juste comme ça pour information. On travaille avec Sunset & Vine, qui est un des plus gros distributeurs de programmes télé sport dans le monde, qui est basé à Londres, et qui effectivement nous permet de diffuser permettre de viser dans 130 pays, avec 750 millions de foyers potentiellement touchés. Donc évidemment, il y a le potentiel, on le sait tous, de la diffusion. Ça va être diffusé dans plusieurs pays, dans plus de 70 pays, sur les chaînes gratuites. Voilà, donc ça va être vraiment, cette diffusion-là est garantie à plusieurs millions d'audiences, en tout cas, dans le monde entier. Une deuxième marque qui nous rejoint sur cette promesse-là également, c'est Bollé, qui fait des lunettes, bien entendu, et qui est partenaire du Pro Sailing Tour, fournisseur officiel du Pro Sailing Tour aussi cette année, à partir de cette année, et qui à chaque fois s'inscrit dans la durée, comme Petzl d'ailleurs, pour justement essayer de bénéficier à travers ces produits de la plateforme assez incroyable pour eux, en tout cas c'est comme ça qu'ils la définissent, que représente aujourd'hui le Pro Sailing Tour et la série bien sûr qui va avec, la série Ocean 50. Puis on a Eli Hansen, alors Eli Hansen qui est extrêmement ancré notamment avec plusieurs équipages et teams de la série Ocean 50, pas de l'Ocean 50, de la classe, et puis pas que, évidemment dans le monde du sport et de la navigation, Eli Hansen qui nous refait confiance encore cette année et qui nous accompagne. Donc voilà, on va développer ces partenariats-là, tout ça est très nouveau,
Tout ça nécessite de s'inscrire dans la durée. C'est pour ça qu'on est inscrit dans la durée avec la classe Ocean 50 pour avoir vraiment un ensemble assez vertueux, une sorte de cercle vertueux qui nous nécessite à nous tous, hein, quand je dis nous, c'est nous, les teams, l'organisation, la production aussi, etc. C'est de gérer tout en même temps, si j'ose dire. À la fois la communication événementielle, à la fois l'organisation événement, le sportif, mais également effectivement l'aspect documentaire qui est très nouveau, très innovant, sur lequel chaque année, chaque saison va être une nouvelle aventure, hein, pour imaginer la meilleure des manières possibles de mettre en avant tout ça. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est à 360 degrés, comme on dit aujourd'hui, et ça nécessite d'être très performant dans tous les domaines. Voilà. Et donc c'est là où il faut du temps pour que les choses se positionnent, existent, s'inscrivent dans les calendriers. On travaille beaucoup avec la Fédération française de voile, qui croit beaucoup dans notre dispositif et dans ce circuit, pour s'inscrire dans la durée, et que effectivement on devienne un circuit qui puisse être incontournable dans la planète voile au niveau international. Et pour revenir du coup à ma question sur les audiences de la série, vous les aurez, elles seront communiquées Ouais, tu sais, Canal+, c'est surtout une logique qualitative, c'est-à-dire de satisfaction de leurs abonnés. Là, je parle pour la France, hein, voilà. Mais on aura bien sûr les audiences globales sur l'ensemble de la diffusion mondiale à travers nos partenaires. Oui, bien sûr. On communiquera bien entendu quand on aura tout ça. Un petit mot sur le plateau de cette saison, Seb. On a donc 8 bateaux, du moins 7 à Bonifacio et 8 quand Armel vous rejoindra peut-être à Brest. Est-ce que finalement le chavirage d'Armel là sur les 1000 des Sables, c'est une piqûre de rappel, comme pour bien rappeler quand même que ces bateaux restent des bateaux volages et qu'ils sont potentiellement capables de chavirer dans des conditions de vent soutenu. De toute façon, on est sur un multicoque, hein, tout est écrit dessus. Malheureusement, Armel en a fait les frais il y a quelques semaines, mais c'est aussi ce qui en fait une série spectaculaire, c'est-à-dire que les images qu'on peut voir d'un multicoque sur un patin de manière assez engagée, on peut pas les ressentir de la même manière que sur un monocoque. Un monocoque, on sait que quand il gîte, au pire, il part au tas, donc ça apporte, je trouve en tout cas un côté vraiment spectaculaire à cette classe, qui en plus est additionné d'une espèce de simplicité qui je peux dire assez déconcertante, mais d'un côté en termes d'image et de spectaculaire, on se retrouve un peu plus proche d'un ultime, et du côté simplicité, on est plus proche d'un classe 40, quoi. Donc ce mix, il est juste parfait, mais ça reste un multicoque, ça reste des bateaux, ouais, effectivement, qui peuvent de manière quand même assez rare, hein, parce qu'on Armel, le dernier chavirage, je crois que c'était 2017 avec Drécan, 2015 peut-être, je sais plus exactement. Peut-être 2018 sur la route du Rhum, non, si je me souviens bien. Il y avait notre Lalou. Voilà, Lalou sur la route du Rhum. Tu as raison. Lalou s'est mis à l'envers sur le Rhum. Et donc pour aussi faire des images et faire et naviguer sur un multi, il faut en accepter les risques. Et voilà. Et nous, en tant que skipper d'Ocean 50, évidemment on l'accepte, et je trouve que en tout cas ça apporte en plus une dimension vraiment différente de naviguer avec ce petit stress qui est jamais très très loin de toi. Je trouve que, en tout cas, moi, ça m'apporte pas mal d'adrénaline, et je trouve ça canon, quoi. Tu le disais tout à l'heure, les bateaux sont très proches les uns des autres, hein. Du point de vue de la jauge, c'est assez limité. La Transat Jacques Vabre a montré que vous étiez très proche, hein, vous êtes arrivé pas mal en peu de temps. Est-ce que tu as l'impression que la classe Ocean 50 est en train de réussir un peu le pari, le tournant qu'elle a effectué il y a quelques années, en écartant un peu les anciens bateaux et en se concentrant sur des plateformes proches les unes des autres, et pour des résultats finalement assez homogènes et pour un plateau très homogène?
Ah bah ouais, c'est clair. Aujourd'hui, la classe Ocean 50 est pour moi en train de prendre une place qui n'existait pas dans la course au large il y a encore quelques années, et en particulier par les décisions de des anciens de la classe Ocean 50. Moi, j'en faisais pas partie quand ils ont pris ces décisions qui étaient pas simples, effectivement de resserrer la classe autour des bateaux récents. Mais aujourd'hui, on est en train de sortir ce modèle Ocean 50 qui est bateau spectaculaire, régate de très haut niveau à des budgets plus qu'abordables. C'est cette espèce d'équation qui est très compliquée à résoudre dans le sport professionnel, hein, parce que souvent dès qu'on va vers le haut niveau ou qu'on veut aller vers des bateaux un peu incroyables, tout de suite ça coûte très cher. Et là, nous, on arrive à le faire à des budgets qui sont accessibles pour des grosses PME, des ETI. On le voit sur l'ensemble de nos partenaires. Il n'y a pas beaucoup de très grands groupes qui parrainent nos bateaux. Donc voilà, le modèle est en route et j'ai le sentiment, alors je suis pas là au quotidien dans la gestion de la classe, mais que beaucoup de skippers aujourd'hui prennent contact avec Erwan Leroux, le président, ou avec Anne Guillard, notre secrétaire de classe, parce qu'ils ont envie de monter des projets. Et ça fait aussi d'une partie de nos règles. Potentiellement, il y aura pas de la place pour tout le monde. Oui, tu parles de budget abordable. Juste un petit rappel, si je me souviens bien, dans une émission qu'on avait faite, dans un Buzz Report qu'on avait fait il y a 2 mois, je crois, Éric Perron, Armel Tripon parlait de budget autour de 700 à 800 000 euros. C'est ça, un budget annuel en Ocean 50? C'est plus, c'est moins? Ouais, je pense que c'est la très grande moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui fonctionnent avec un petit peu moins, il y en a qui fonctionnent avec un petit peu plus. Mais aujourd'hui, tu as 700, 800 000 euros. Tu fais un projet vraiment qualitatif et très professionnel. Donc, il faut faire vraiment attention à ce que ces budgets ne dérapent pas, pour que dans les années qui viennent, on garde cette accessibilité, pour que les équipes de classe 40 qui ont envie de monter puissent le faire, que des équipes d'IMOCA qui auraient envie de passer au multicoque puissent le faire, et qu'on crée pas cette espèce de, ce que j'appelle de scission qui existe aujourd'hui avec l'Ultime, il y a plus de pont entre un projet IMOCA ou un projet Ocean 50 et un projet Ultime, parce que demander à les partenaires de multiplier par 2 ces engagements, c'est une chose. Leur demander de la multiplier par 3 ou 4 ou 5, c'est plus du tout imaginable. Donc, et je crois que nous, skippers, qui sommes au final à travers nos actions de classe, parce qu'on est tous les skippers, on est régis par une classe, et on est tous investis dans nos classes. J'ai vraiment le sentiment qu'on a ce devoir pour les générations futures de garder cette accessibilité, et que aujourd'hui on soit pas là à tous forcément à rêver devant un Ultime en se disant c'est juste impossible aujourd'hui quasiment de créer un projet. Donc voilà, il faut garder les ponts entre les classes pour que les skippers puissent y évoluer, monter, descendre, aller à droite, à gauche, mais qu'elles soient toutes reliées. Et la classe Ocean 50 est en train je trouve vraiment de terminer cette espèce de triangle qui existe entre la classe 40, l'IMOCA et nous, pour qu'un skipper puisse évoluer là-dedans. Justement, Julien, à propos de ces skippers dont parle Seb, est-ce qu'il va y avoir des guests un peu cette année sur ce circuit Ocean 50? Seb aura notamment Pierre Quiroga, vainqueur de la solitaire de Figaro, à bord. Est-ce que parmi les autres équipages, il y aura des nouvelles têtes cette année, et notamment venues d'autres classes? Oui, on peut citer qui sont à Bonifacio, Alex Payard, qui est venu avec Arkema. On peut citer Yann Eliès également, avec Coesio. Voilà, déjà deux très beaux noms de la voile de compétition au niveau international, et qui n'ont pas forcément été sur ces Ocean 50 depuis très longtemps. Donc on est vraiment sur effectivement des guests, et sur chaque étape en fait
chaque team va dévoiler aussi ses guests, si j'ose dire, ou ses équipiers de très très haut niveau. Sam, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, alors évidemment on parle d'Alex, on parle de Yann, mais dans les équipages il y a aussi des équipiers qui des fois sont on en parle un petit peu moins, mais qui viennent de séries incroyables comme le TF35, du F50, du GC32, et au milieu et au milieu là des équipages, on a des équipiers qui sont sacrément redoutables sur tous les bateaux, et pour avoir fait un peu de GC et un peu de multicoque volant, je peux vous assurer qu'il y a du très très beau monde sur tous les bateaux. Ouais, c'est quoi toi le genre de profil que tu recherches notamment sur les grands prix? C'est vraiment des spécialistes de multicoque, ou quels sont un peu quel est le profil type qui t'intéresse toi? Ouais, en fait tu cherches un petit peu tu recherches. J'ai l'impression que c'est un peu la spécialité, mais vraiment au final je me rends compte que c'est vrai un peu partout. On cherche tout le temps des moutons à 5 pattes, mais aujourd'hui, quand tu vas sur les inshore, il faut à la fois des gens qui soient qui aient une très bonne expérience de la régate inshore, qui soient en capacité à anticiper les réactions pour que quand une manœuvre arrive, ça lui tombe pas comme ça de n'importe où, et qu'il a vu la situation se faire et qu'il dise bah ouais, là forcément on va devoir faire 2 empannages à la bouée parce que j'ai pas besoin que le tacticien me dise que la bouée qu'on a décidé de prendre va changer parce qu'il y a soit un paquet de bateaux qui est en train de s'y agglutiner ou une baisse du vent vraiment notable. Donc tu cherches vraiment des gens qui ont cette capacité de réaction et d'anticipation. Donc une très bonne un très bon savoir-faire inshore, et aussi cette capacité à gérer un multicoque qui se navigue un petit peu différemment d'un monocoque, où ils vont comprendre le comportement du bateau, où ils vont se positionner directement au bon endroit sur le bateau pour pouvoir bien l'équilibrer. Et avec cette particularité des défis 24 heures, bah tu veux aussi embarquer avec toi des gens qui ont cette notion de navigation, de stratégie plus que de tactique, pour aller jouer. Et là, on va le voir autour de la Corse. Les effets de pointe, les dévents, les coussins d'air. Enfin, je pense que là, si tu veux, on va se prendre le livre de Bernaud, et puis on va faire page par page parce qu'on va tout avoir. Juste un petit mot et après on va clore cette émission et te laisser partir naviguer, Seb. La suite de la saison, tu l'as dit, ça sera la route du Rhum. Comment tu comptes te préparer? Quel est ton programme après le Pro Sailing Tour? Est-ce qu'il y a un passage Dream Cup qui, on rappelle, est qualificatif pour la route du Rhum? Quel est un peu le programme du team Primonial jusqu'à Saint-Malo? Eh ben, écoute, le bateau va repartir tout de suite après le Grand Prix de Bonifacio pour entrer à la Baule et son port d'attache. Ensuite, on va avoir un petit slot d'entraînement au solitaire au mois de juin. Après, ça va se compléter avec des belles journées de RP avec nos partenaires. Et puis ensuite, on va se réentraîner en équipage, puis rejoindre Brest. Et là, à partir de Brest, il y a un espèce de tunnel qui va se former jusqu'à presque fin juillet, parce qu'on enchaîne Brest, Saint-Quay-Portrieux, le troisième épisode du championnat, le Final Rush à Cowes, et ensuite on va aller directement sur la Dream Cup, comme tu l'as dit, qui est donc la course qualificative pour le Rhum. Et là, ça nous amène fin juillet. Et ensuite, on fera une petite pause en août, et puis dès septembre, là, ça va vraiment être focus route du Rhum, uniquement du solitaire, la livraison des voiles neuves qui seront liées à cette compétition, et puis on sera ultra focus jusqu'au 6 novembre pour le départ du Rhum. Est-ce que vous allez naviguer un petit peu en entraînement en flotte avec tes futurs concurrents? On a l'impression qu'il y a quand même une bonne solidarité et une bonne cohésion dans cette classe Ocean 50. Ouais, c'est évident. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément encore très bien programmé, mais en septembre et début octobre, c'est clair qu'il y aura des stages de regroupement pour qu'on navigue ensemble, parce qu'on a besoin aussi de cette confrontation en solitaire et de pouvoir un petit peu plus se jauger, s'évaluer. Alors on le fera pas tous ensemble. Je pense qu'il y a des groupes qui se formeront, et en fonction des facilités logistiques, on verra avec qui on va naviguer, mais c'est évident qu'on se retrouvera à plusieurs bateaux en septembre et en octobre.
Merci Seb. Julien, dernier mot. Est-ce que le programme de la saison 3 du Pro Sailing Tour est déjà connu? Est-ce que vous avez ficelé déjà la saison 3 ou est-ce que vous allez découvrir d'autres contrées? Oui, on est justement en ce moment là, on se parle en train d'avancer sérieusement sur 2023. On a déjà déposé au calendrier fédéral de la FFB la période, donc on reste sur cette même période, donc mai, juin, début juillet, et on va privilégier encore ce calendrier qui commencera en Méditerranée, avec plusieurs belles surprises, je pense, que nous pourrons annoncer dans quelques mois pour commencer cette saison 2023. Et puis pareil, voilà, des destinations qu'on espère inédites, en tout cas pour la Class Ocean 50, et dans plusieurs pays effectivement entre la Méditerranée et la France. Eh bien, merci. C'était très complet de faire ce petit tour d'actualité sur le Pro Sailing Tour, donc qui démarre demain à Bonifacio. Seb, on va te laisser aller faire les derniers réglages à bord du trimaran primonial. Julien, j'imagine qu'il y a beaucoup de boulot sur le village de Bonifacio. Merci à tous les deux et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Report. Bonne journée à tous les deux et à tous. Merci Axel. Merci Axel.